Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Horizon politique de ce lundi 5 janvier 2024. Alors, ce n'est pas sans inquiétude que nous allons parler avec le professeur parce que c'est un début d'année qui peut amener des inquiétudes. Il va revenir sur la situation au Moyen-Orient et il voulait nous expliquer donner certaines précisions sur les théâtres de guerre qui se jouent présentement. Alors, bonjour professeur, comment allez-vous en début d'année? Oui, bonjour. Bonne fête pour la nouvelle année. Euh, je crois que le génocide qui est en cours en ce moment est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il est bien documenté. On sait ce qui se passe. On sait qu'il s'agit de crimes contre l'humanité d'une ampleur sans précédent afin de détruire un peuple et de détruire également les droits fondamentaux des Palestiniens et bien sûr l'État de Palestine. Et ce qui me choque énormément, c'est que d'abord la classe politique, surtout en Occident, appuie la criminalité sous-jacente de l'État d'Israël à l'encontre du peuple palestinien, alors que l'évidence est là. Euh, 23, plus de 23 000 décès, dont la majorité sont des femmes et des enfants, destruction des zones résidentielles, des musées, des musées, des églises, de toute une série de monuments historiques, destruction de l'infrastructure et euh, ces crimes contre l'humanité sont au-delà de la description et pourtant, non seulement la classe politique occidentale, en commençant par les États-Unis, le président Biden, mais toute la classe politique ou la majeure partie en Europe occidentale appuie cette initiative d'Israël, euh, tout en... Et l'autre élément, c'est que maintenant nous avons des plaintes et également des actions de la part de plusieurs entités de la société civile et plusieurs gouvernements pour pour mener ces crimes contre l'humanité à l'attention de la Cour pénale internationale. Maintenant, ce que j'ai pu observer, c'est que la Cour pénale internationale est criminalisée. Elle est criminalisée parce que depuis de nombreuses années, la question palestinienne est tout simplement pas envisagée. L'exemple flagrant, c'est une action qui a été menée en 2014 qui si je me souviens bien, c'était en juin 2014 et c'est juste en 2021 que la procureure de la CPI, Madame Fatou Bensouda, a commencé à mettre euh, cette, cette question en, en à ce que la Cour se préoccupe de cette question-là. Alors, euh, et de fait, c'était en 21 qu'elle a pris ça, un peu de temps avant sa retraite. Alors, littéralement, regardez la Cour pénale internationale. Pour moi, c'est une entité qui est totalement criminalisée euh, et la classe politique occidentale appuie cette criminalité et en même temps, euh, vous avez une inaction totale. Alors, c'est intéressant de mentionner que le président de la Cour pénale internationale s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies
Monsieur Guterres, ça c'était au début de décembre dernier, et tout ce qu'il lui a dit, c'est que il a dit, ah, il y a des plaintes contre nous. On est en train de nous salir en quelque sorte, et il n'a pas reconnu aucunement qu'il y avait des crimes contre l'humanité qui étaient en cours au Moyen-Orient. Et ça, c'est très grave parce que il loge des plaintes contre nous, etc., et nous attaque. Mais le mandat de la Cour pénale internationale, c'est de s'adresser à des réalités concrètes. Et ces réalités concrètes sont là. C'est des milliers de morts, c'est la destruction des résidences, c'est la destruction de la société civile, c'est tout. Et là, la Cour pénale internationale est totalement, elle ignore ce qui se passe. Et là, vous avez également le procureur actuel, Madame Fatou Bensouda a pris sa retraite en 2021. Et là, on a depuis quelques années un nouveau euh, euh, procureur qui s'est rendu en Israël au début décembre. Et de nouveau, il a pris parti 100% pour Israël, avec nuance. Il n'a certainement pas reconnu qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité qui étaient visibles à l'époque, et il a accusé Hamas. Alors voilà, euh, on a une Cour pénale internationale qui est criminalisée, c'est la criminalisation du droit international, et c'est dans la perspective des lobbies sionistes qui ont pressionné, et bien sûr les gouvernements, qui ont pressionné la Cour pénale internationale de bloquer toute initiative. Euh, et, euh, et dans ce contexte, je crois qu'il y a, en fin de compte, qu'une voie de sortie qu'on peut mener. Moi, j'ai signé une pétition pour mener ça à la Cour pénale internationale, mais je dois dire qu'on nage dans l'absurdité. On n'a jamais remis en question la légitimité de cette Cour. Il y a plusieurs années, il y a presque 10 ans, je faisais partie de la commission des crimes de guerre à la Cour pénale de Kuala Lumpur. C'était un tribunal qui a été créé sous les auspices de l'ancien Premier ministre Mahathir Mohamed. Et nous avons des accusations contre l'État d'Israël qui sont fermes et très bien documentées, et on l'a également mené à l'attention de la Cour pénale internationale, zéro. Alors voilà, criminalisation du droit international veut dire qu'il faut éventuellement envisager d'autres avenues qui sont, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, c'est un autre élément du droit international, et ça, j'aimerais que les gens comprennent. On se souviendra que en 1914, à Noël en 1914, il y a eu une action, c'était la Première Guerre mondiale, c'était la trêve de Noël de 1914, il y a 109 ans en arrière. Et c'était tout simplement, c'était une entente qu'on allait avoir un cessez-le-feu, et c'est venu des bases. C'est venu des bases, OK? Ça s'est produit au cours des premiers mois, et ça a duré quelque temps
où il y a eu une solidarité dans les tranchées. Et ce que je propose ici, c'est un concept qui est dans le droit international et qui n'est pas réfutable. C'est le message aux soldats et pilotes israéliens, américains et de l'OTAN: désobéissez aux ordres illégaux, abandonnez le champ de bataille. Et c'est basé sur le principe 4 de la Charte de Nuremberg, qui définit la responsabilité des combattants de refuser aux ordres du gouvernement ou d'un supérieur. Et c'est dans le contexte que ni les négociations avec le premier ministre Netanyahu ou avec le président Biden ou avec une action à la Cour pénale internationale vont mener à une solution ou mettre fin à cet État génocidaire contre le peuple palestinien. Et ce que je dis ici, c'est qu'il faut mener une campagne qui permet aux combattants israéliens, américains et de l'OTAN de désobéir aux ordres illégaux et d'abandonner le champ de bataille. Et il s'agit du principe 4 de la Charte de Nuremberg, qui définit les responsabilités des combattants et leur donne la possibilité de refuser les ordres du gouvernement ou d'un supérieur à condition, je cite, qu'un choix moral soit possible. Évidemment, ils sont très pressionnés par les cadres supérieurs, mais je sais qu'en Israël, en ce moment, d'abord, il y a beaucoup de gens qui n'appuient pas Netanyahou, qui reconnaissent le caractère criminel du génocide et reconnaissent également qu'il y a un élément de faux drapeau au point de départ qui consiste à accuser Hamas plutôt que d'accuser Netanyahou et le président Biden. Mais ce qui est très important là-dedans, et je vais vous donner les éléments au sujet de cette procédure. Il y a deux éléments là-dedans. Je peux dire sans hésiter que le Premier ministre Netanyahu ainsi que le président Joe Biden sont, selon le principe 6 de la Charte de Nuremberg, ils sont responsables de crimes de guerre, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité. Et c'est le principe 6 de la Charte de Nuremberg. Nos lecteurs peuvent aller consulter ceci. C'est le principe 6. Et ils sont définis. J'entrerai pas dans les détails. Il y a les crimes contre la paix, et ensuite il y a les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont caractérisés par l'assassinat, l'extermination, la déportation, etc. C'est très, très détaillé. C'est un document très important, ce principe de Charte de Nuremberg. Et il donne aux combattants la possibilité de désobéir aux ordres qui leur sont donnés. Et ce que je pense nous devons adopter, c'est une campagne à l'échelle planétaire qui permet, et surtout, c'est une campagne en Israël même, c'est de permettre aux combattants de se dégager de la responsabilité et de choisir de refuser de se battre. Alors, abandonnez le champ de bataille, désobéissez aux ordres illégaux et
que je peux dire, c'est que les démarches actuelles à l'endroit de la Cour pénale internationale sont évidemment importants, mais ils ne mèneront rien à court terme, définitivement, et il faut qu'on reconnaisse que la Cour pénale internationale est criminalisée. Alors voilà, ça c'est le premier partie de ma, disons, de, de mes préoccupations. Les autres ont davantage attrait à la nature même du conflit et les dangers que ceci peut s'élargir et mener à une guerre. Ben c'est déjà, on le voit déjà, il y a des attaques à l'endroit de la Syrie, du Liban, maintenant du Yémen. Et il y a également cette situation de militarisation de la mer Rouge qui bloque le trafic il bloque le trafic euh, de marchandises à longue distance et les voies maritimes. Et ceci peut avoir des conséquences très graves également. J'allais vous demander, on cherche à déstabiliser un ensemble de choses et quelle région on veut déstabiliser et pourquoi on veut bloquer l'accès à la mer Rouge? Bon, écoutez, là, il y a un élément de complexité, mais il y a une présence militaire américaine dans la mer Rouge. La plupart des reportages mettent l'accent sur le fait que le Yémen, les outils, qui est un groupe qui, c'est un groupe islamiste mais chiite appuyé par l'Iran, mais en même temps, ces attaques des outils donnent un prétexte aux États-Unis de militariser la, la mer Rouge. Et je pense que ces attaques, euh, en quelque sorte, on vise à quelque chose qui n'est pas nécessairement envisagé dans les reportages. Et je devrais dire, connaissant le système de renseignement des États-Unis et d'Israël, que les outils sont probablement infiltrés également. Mais ces actions de outils, ça peut mener à un faux drapeau en disant, bah, oh, c'est les outils qui nous attaquent. Maintenant, on peut attaquer le Yémen et on peut bloquer la mer Rouge. Maintenant, euh, il faut voir que- qui est visé par cette militarisation de la mer Rouge. Et c'est certainement pas Israël en tant que tel. C'est d'une part, ça force, et c'est déjà en cours, le commerce maritime mondial en provenance de l'Asie surtout, de faire le tour d'Afrique. Alors, on fait le tour de l'Afrique. Les conséquences sont absolument désastreuses parce que ça fait augmenter les coûts de transport, qui se reflètent également sur les coûts des marchandises qui sont vendues en Europe. C'est l'Europe occidentale, hein? C'est l'Europe occidentale. Donc, c'est l'Union européenne qui est déjà l'objet de représailles des États-Unis diverses, surtout en ce qui concerne le commerce de l'énergie. Et on a couvert l'affaire du Nord Stream. On sait très bien que le Nord Stream a été ordonné par le président Biden afin de créer le chaos économique en Europe. Et c'est essentiellement une guerre économique à l'endroit de l'Europe. Et il faut voir l'autre élément, c'est le fait que c'est également une guerre à l'endroit de la Chine, hein. Il y a l'historique de cette guerre remonte aux années 90 et, euh, et, euh, et on peut dire euh, très carrément d'abord, on pousse l'Iran à entrer dans le conflit.
Et ça serait, et on va utiliser différents mécanismes ou sous-entendus pour dire on doit attaquer l'Iran. Okay? Maintenant, je devrais dire que c'est pas Israël qui va décider ça, c'est les États-Unis et c'est le, je vais le dire en anglais, Strategic Command Headquarters au Nebraska. C'est là où tout est coordonné. Mais il y a des éléments au sein de la classe politique, de l'appareil militaire et du renseignement qui voudraient que l'Iran s'implique dans le conflit. Et ça remonte aux années 90 où du point de vue militaire, on a dit, je vais le dire en anglais parce que ça illustre un peu, First Iraq, then Iran. En premier lieu, l'Irak, parce que ça, on a vu que l'Irak a été le motif non pas d'une guerre, mais de plusieurs guerres. Mais la guerre de 2003 a suivi. Et ensuite, il y avait la guerre lancée par Obama qui était présentée sous la forme d'une opération de contre-terrorisme. Ça a commencé en 2014. Mais bref, l'Iran a toujours été visé et c'est bien possible que Israël pourrait être, euh, euh, qui fait part de la coalition, d'une coalition États-Unis, OTAN, Israël, pourrait jouer un rôle en ce qui concerne des attaques à l'endroit de l'Iran basées sur un faux drapeau. Maintenant, ça pourrait nous mener dans un trajectoire de Troisième Guerre mondiale, inévitablement. Et je devrais dire aussi, parce que j'ai fait le recensement de tous les scénarios de guerre qui sont déclassifiés. Ils font des exercices de guerre mondiale au niveau du Pentagone, au niveau du renseignement américain, et c'est toujours 4 pays qui sont ciblés. 4 pays sont ciblés. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Corée du Nord et c'est l'Iran. C'est 4 pays. Alors, si on revise, j'ai écrit longuement là-dessus, mais on avait, et ça remonte au moins 20 ans en arrière, on avait envisagé Theater Iran Near Term, guerre avec l'Iran à court terme. Ça, c'était un projet de simulation. Et ensuite, on a eu un autre qui s'appelait, euh, c'était contre ces 4 pays, mais on les a rendus fictifs. Alors, Rubek, Russie, Churia, Chine, Birmingham, Iran, et Nemazi. Nemazi, c'est la Corée du Nord, North Korea. Alors, toute la simulation est là et on sait que la politique étrangère américaine est de mener une séquence de guerre. Et ça fait partie du Project for the New American Century. Euh, euh, on a très peu de temps pour entrer dans les détails, mais je peux vous dire que on approche également un contexte où les différents théâtres de guerre sont en quelque sorte intégrés. Parce que les États-Unis envisagent ou menacent la Chine d'un côté, ils menacent évidemment la Russie par l'entremise de l'Ukraine, et ils menacent l'ensemble du Moyen-Orient et l'Iran. Et je devrais dire que ça remonte aux événements du 11 septembre, où on a en quelque sorte imbriqué la guerre à l'endroit du monde arabe et du monde musulman dans la politique étrangère, et on les a accusés sans fondement d'avoir attaqué l'Amérique le 11 septembre 2001. Alors voilà, on a l'idéologie des guerres
qui vient à l'avant en disant que, et c'est toujours ce que l'administration américaine est en train de dire, on est attaqué par des terroristes, etc. On mène une guerre humanitaire pour sauver l'humanité. C'est toute une propagande qui mène absolument nulle part. Et là, on appuie sans réserve un génocide en Palestine et on envisage que cette guerre en Palestine s'étende au Liban, à la Syrie, à l'Irak et au Moyen-Orient dans son ensemble. Et l'objectif, en fin de compte, c'est de s'approprier des richesses des pays du Moyen-Orient qui détiennent une majeure partie des ressources en énergie, à savoir le pétrole et surtout le gaz naturel. On en a parlé dans des émissions antérieures. Et je devrais aussi mentionner qu'il y a une guerre économique contre différentes régions et il y a une guerre économique à l'endroit de l'Europe. C'est bien documenté et les analystes américains, surtout au niveau du renseignement, savent fort bien que cette fermeture des voies maritimes va essentiellement affecter l'Europe qui légalement ce sont des alliés des États-Unis. Mais les, mais les États-Unis souvent vont à l'encontre de leurs alliés et c'est certainement le cas dans l'Union européenne en ce moment où des actions menées par les États-Unis ont mené à un débâcle économique, surtout avec l'augmentation des prix de l'énergie, mais aussi la déstabilisation de l'industrie, notamment en Allemagne. Alors, c'est un peu ce contexte-là, mais je devrais conclure que le message aux soldats et pilotes israéliens, américains et de l'OTAN, désobéissez aux ordres illégaux, abandonnez le champ de bataille, est quelque chose qui est possible et qui peut mener à des actions plus ou moins immédiates. Parce que les soldats il y a beaucoup de soldats israéliens, américains et de l'OTAN qui ne sont pas d'accord avec la politique étrangère formulée par le président Biden et Netanyahou, qui d'ailleurs, lui, a un dossier criminel. Alors, et les gens en Israël le savent. Alors, il s'agit de mener cette campagne. Le principe 4 de la Charte de Nuremberg définit la responsabilité des combattants de refuser les ordres du gouvernement ou d'un supérieur. Et c'est quelque chose avec des campagnes internationales. Ceci est quelque chose qui peut euh, changer le courant de l'histoire. Alors, merci beaucoup pour cette semaine, professeur Chossudovsky, et j'encouragerais, d'abord, je veux remercier les auditeurs d'être avec nous à chaque semaine, d'écouter l'émission et de partager autour de vous. Vous comprenez qu'il y a deux choses importantes que vous pouvez faire maintenant. C'est, en fait, d'encourager le travail d'un professeur comme professeur Chossudovsky. Il y a sa page mondialisation.ca où vous pouvez aller lire des articles. Vous pouvez partager tous ces articles dans plusieurs langues et les lire dans plusieurs langues. Tout le monde est affecté et touché par ce qui arrive présentement, peu importe le pays où on habite. Alors, merci d'encourager Lux Media de pouvoir avoir des sommités comme ça internationales qui viennent nous donner leurs recommandations parce que ce sont de puissants analystes des situations qui nous entourent. Alors, merci, à bientôt.